Alors mes petits loups, où est-ce que je vous emmène aujourd'hui? Ta-ta-da-da. À l'hôtel du gouverneur militaire de Lyon. Bon, je vais vous faire cette visite et en fait c'est pendant les... Donc je vais faire pas mal de saluts militaires par là les petits loups. Et donc c'est pendant les journées du patrimoine qu'on peut le visiter celui-là. Donc je vais vous montrer le cabinet du gouverneur, tout ce qui va avec. Plus tous ceux qui font de la musique. Donc alors, là nous sommes à l'hôtel du gouverneur militaire de Lyon. Il est de l'époque 19, c'est du 19e siècle. Et en fait, il est sur un terrain de 1600 mètres carrés, style empire napoléonien. Et il devient la propriété de la municipale de Lyon. Et en fait, c'est l'architecte Jean-Marie Anselm Labratinière, pour le compte banquier italien Jones Vita, qui l'a construit. Mais avant tout ça, il l'avait fait pour... ah oui. Et donc je vais vous montrer les écuries et tout ce qui va avec. Et en fait, la municipale de Lyon, de l'époque, elle l'avait acheté pour la modique somme de 200 francs, mais comme eux ils appellent ça, c'était 200 souls. Parce que en fait, la municipale, le bâtiment, ils vaut un peu plus de 800 000 francs à l'époque, donc c'est une méga fortune. Et ils sont arrivés à l'échanger contre un autre bâtiment, qui valait 600 000 euros. 600 000 francs, excusez-moi, et plus 200 sous. Bon, ils sont arrivés quand même à le faire abaisser à 100 000 francs. Donc voilà, et ça se trouve au 38 Maréchal de Fox. Et là, comme vous pouvez voir, c'est le quartier général. Et là, on peut vider, là, on le visite, parce que c'est la journée du patrimoine, les petits loups, tout simplement. Et au final, c'est le grand empereur, monsieur Napoléon Bonaparte, qui, de retour d'Égypte, s'est dit, tiens, et si on avait un arrière-poste aux confluences entre le Rhône et la Saône. Et donc, c'est le bon vieux Napoléon qui s'est dit, tiens, on va mettre un chef des armées ici. Regardez, les vitraux. Magnifique. 1861. Et là, comme vous pouvez le voir, c'est l'époque. Donc, ça fait plus de facilement de 3 siècles. Ça a été 1858, début des travaux. 1858. 1857, les petits. Et là-dedans, vous avez les logements pour la garnison militaire. Et en fait, l'architecte, il avait construit pour un... Donc oui, effectivement, c'est le ministère de la Défense qui l'entretient, celui-là. C'est magnifique. Donc là, il y a réception et tout ce qui va avec, en fait. Et c'est en 1913 que la ville de Lyon, enfin l'armée française, fait son acquisition. Et là, c'est le fumoir. Donc à mon avis, ils doivent s'en passer de sacrées bien belles soirées. Où ils devaient, regardez, il y a même la cheminée, qui est tout d'époque en fait. Et ce depuis 1858. Et là, tout est vraiment d'époque. Ah oui, et l'architecte qui l'a fait, c'est Jean-Marie Anselm, la bâtière, voilà, pour le compte du banquier italien Jonas Vita, puis occupé par son fils, Joseph Vita, qui lui l'a vendu, enfin l'a cédé, comme je vous avais expliqué, à la ville de Lyon. Ils lui ont cédé un autre bâtiment.
la cour, elle est tout simplement magnifique. Tous le... Et là-dedans, il y a le gouverneur qui habite, gouverneur militaire et tout ce qui va avec, hein, toute sa suite. Et voilà. Tout est d'époque. Et bon, forcément, il ne faut pas s'asseoir. Mais même les rideaux, c'est ça qui est super bon. Bon, sauf ça. Autrement, le plafond. Tenez. Henri Baron Berger, général de division, gouverneur militaire de Lyon. Ah, regardez. Lui, ce serait le buste d'animal. Magnifique. Donc voilà. Bon, voilà pour la petite histoire. Oui, allez. École Boulle, style Napoléon III. Magnifique. Tenez, lui c'est Boniface, esprit Boniface, esprit Victor, capitaine de Castellane, maréchal de France, 1788 à 1862. Comme vous pouvez le voir, tous les maréchals qui sont habiles militaires sont cités. C'est ça qui est bon. Là, c'est la chambre métallique. Regardez ça. Avant la chambre Vita, il y a le salon de la musique. Magnifique. Et la cheminée toujours là, je sais pas si elle marche. Même si le tableau, regardez, ça retrace la place Bellecour. Donc là, c'est la chambre Vita, dite chambre ministre. Donc ça veut dire qu'à l'époque, quand il devait venir à Lyon, s'il n'avait pas d'autre endroit logé, c'est là qu'il logeait. Donc là, les petits loups, c'est vraiment les hauts gradés de 3 étoiles, d'après ce que m'a expliqué
un monsieur fort sympathique qui bossait là. Et franchement, magnifique. Super. Et bien sûr, n'oubliez pas que c'est dans les conditions de revente et de récupération, c'est une donation. Et le principe, qu'il n'y a que des militaires qui doivent séjourner ici. Regardez, même à l'époque, ils avaient leur cheminée. Allez, go. Allez, sens de la visite. On descend, on descend. Et franchement, c'est sympa ce moment en fait. Après, il y a forcément des accès qui sont interdits aussi, ce qui est on ne peut plus logique. Et franchement, quand même, les gens qui. Le personnel militaire, plus les cuistots, les intendants, dames de ménage et autres, quel honneur que ça donne de bosser là-dedans. C'est un grand bâtiment et un très bel hôtel de l'histoire de Lyon en fait. Capitaine ? Alors, je suis pas capitaine, merci, c'est gentil, mais je suis encore loin. Ok, merci bien. Et nous en sommes là, et regardez. Du coup, ils ont regardé ça. À tous les Français. Le gouvernement, la France a perdu une bataille, mais la France n'a pas perdu la guerre. Vive la France. Ah, c'est Général de Gaulle qui l'a signé. C'est beau ça. Donc ouais, comme je vous disais, cuisinier, femme de ménage et autres. Il n'y a quasiment que les meilleurs de chaque corps de métier qui doivent bosser dedans. C'est magnifique ça. Bon, et là les petits loups, ce qu'il faut regarder, c'est que l'architecte, quand il l'a construit, c'est tout bonnement magnifique. Excellent. Comme je vous ai dit, mes petits loups, c'est l'architecte Jean-Marie Anselem Labatinière qui l'a construit en 1858 ou 57. Mais c'est vrai que c'est magnifique. Magnifique ce bâtiment. Allez, on va faire un peu d'histoire et après on va voir un véhicule militaire. Et on va visiter les anciennes écuries qui sont reconverties en garage en fait. Donc là, il y a les musicales. Samedi 14 décembre 2024 à 17h30 à Lyon. Ça va se passer au Palais des Sports, les petits loups. Musique bretonne, pop rock. Attendez. Tout ça le 14 décembre au Palais des Sports. 2h30 de show. Ça va être super bien. Alors regardez, ça c'est les partitions de ce qui a été joué. Ils ont joué du Carmen. Et là c'était les éléments de la 11e division. Panzer Allemand. Photographie de nom. De quoi. Jumelles. Avion. Donc là les petits, c'est un truc de masque à gaz. Tu mettais ton masque à gaz dedans. Comme quoi la guerre chimique avait été dépassée. Magnifique. Ça, c'est des petites ceintures où on va porter autour de la tête. Petite gamelle, petit uniforme. Et... En avant, soldat. Les armées.
2 millions d'histoires. C'est vrai à l'avenue des Général Frères, dans le Lyon 7, je crois, il y a un musée, donc si vous voulez aller le voir, là c'est la Libération. Je compte sur vous, les plus vieilles et les plus jeunes troupes de la nouvelle armée française, pour atteindre Giromagny et le Rhin au nord de Mulhouse. Après ça, forcément, c'est tout ce que vous pouvez voir au musée général frère à Lyon. Oh. Et lui, il a vraiment fait la guerre, façon de parler. L'île de 1938, véhicule 6.6, tout terrain, caractéristiques, moteur 4 cylindres, 2,3 litres, 55 chevaux, charge utile, méthode de vitesse, 48 km. C'est magnifique. Et lui, c'est la fondation de l'automobile de Berlier, qui a eu la courtoisie de le prêter, je pense. Fondation Berlier. Bah oui, en fait, c'est Renault qui a racheté le Berlier. Mais magnifique. Bon, après, donc c'est l'entreprise. Pour une fois qu'ils servent cela, Total a participé à la sauvegarde du patrimoine français de véhicules industriels. Bon, après, hein, c'est peut-être rudimentaire, mais c'était pour l'époque qu'on avait besoin de véhicules pour les guerres, les petits lots. Donc forcément, ça s'est fait au détriment général des soldats. Mais bon, dans la précipitation. Et là, c'était les écuries jadis. Donc voilà, les chevaux venaient là, ils les attachaient. Leur petit faux skippage, je ne sais pas ce qu'ils veulent leur donner à bouffer. Donc ça veut dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 box. Légion étrangère. La Légion. Mais après le travail. Donc voilà, les écuries. Beaucoup de sentinelles ici. La Guyane. Ça, c'est l'arme utilisée par la Légion, c'est tout électrique, c'est ça? Oui, c'est HK, mais c'est HK. Allez, bon courage les mecs, ça marche. Oui, c'est version que vous avez vue là-bas peut-être, au stand. Ah non, je ne sais pas encore. Mais là-bas c'est vrai, hein, HK 416, et là c'est mode airsoft. Et on utilise comme laser en fait. On a mis laser, tir au laser. Comme ça, il n'y a pas de blessés. Ah, qui marche plus. Ça y est, qui marche plus. Ok, d'accord. Le dépile. Mais bon, c'est avec ça que vous entraînez en fait. Oui, c'est une nouvelle lame qui est changée FAMAS. Ok. C'est possible de l'essayer ou pas? Bien sûr, bien sûr. Pour les petits lots. Hop. Et là, elle n'est pas trop légère parce que c'est version airsoft. Il n'est pas trop lourd. Plus de batterie. Ah ouais, quand même, elle est lourde. Ah, mais on est basculé là-bas. Elle est lourde. Ah mince. Eh oui. Mais tu l'as rechargé? Non, je ne peux pas. Pourquoi? Celle-là, c'est jetable, on ne peut pas le changer. Mais on a le stock, mais au pile. Là, les gars. Oui, mais elle est partie déjà, ça fait bon moment. Regarde. Deux batteries usées, là. Magnifique. Ça va vite, hein? Là, En fait, qui remplaçait nous sommes devant la Légion étrangère, façon de parler. Vu que c'est réservé aux armées. Donc du coup, si vous vous inspirez, oui, normalement oui, mais théoriquement non. Parce que là, j'ai plus d'épis. bah, Vous avez tout cassé, vous avez tout usé, vous serez sanctionné.
Et là, comme il nous expliquait, on arrive vers le centre de tir de la dite Légion. C'est l'équipe Légion étrangère. Magnifique. Donc, code d'honneur du légionnaire. En fait, les légionnaires, comme vous pouvez le voir, c'est les premiers qu'on envoie, les gars. Quand il y a un conflit, que ce soit le Kosovo ou comme dans certaines régions en Afrique ou autres, c'est d'abord eux qu'on envoie, ils nettoient le terrain, et une fois qu'ils ont nettoyé le terrain, après on envoie les petits les fantassins. Et quoi qu'il advienne, c'est toujours eux qui vont les guerres en premier. D'abord ils nettoient, puis après on envoie les guerres. Donc dans la Légion, putain, c'est pas rigolo. Magnifique. Sans problème. Bon allez les petits loups, je vous reprends après. Go. Donc là les petits loups, si tout comme moi, vous voulez être réserviste de l'armée de terre, ils recrutent. Donc il faut s'engager. Et voilà. Pour s'engager, il faut être volontaire. Étape de recrutement. Bon, forcément la visite médicale. Et franchement, c'est magnifique. Faut aimer. Pour tous ceux qui auraient aimé faire l'armée, qui n'ont pas pu la faire pour des raisons qui leur sont propres, essayez d'être réserviste. Vous n'êtes pas spécialement amené à être au front ou voilà. Mais magnifique. Et là, ce que vous entendez, magnifique. Franchement, excellent. Ah, donc j'avais la Légion, j'ai fait l'armée de terre et là je vais nous faire l'armée de terre. Et donc ça c'est pour tous ceux qui souhaitent voler et pas que. Donc il y a le métier de restauration et vous pouvez venir sur l'officier. Donc est-ce que vous pouvez m'expliquer en bref les métiers de l'armée de l'air? Les métiers de l'armée de l'air sont répartis, on va dire, dans 14 familles de métiers. Vous travaillez dans les relations, non, le journalisme, non? Non, excusez-moi. Donc, les métiers de l'armée de l'air sont répartis dans 14 familles de métiers. Et au total, on considère qu'il y a à peu près une cinquantaine de métiers différents dans l'armée de l'air. Et tout ça pour dire qu'il n'y a pas que des pilotes dans l'armée de l'air, puisque ça représente les pilotes et les navigateurs. C'est deux métiers différents, mais deux métiers où ils travaillent dans les avions, ils volent dans les avions. Ça représente que 7% des effectifs de l'armée de l'air. Ok, d'accord. Donc ça veut dire, à contrario, que 93% des effectifs font un autre métier que pilote ou navigateur. Ok, d'accord. Oui, il y a les cuisines, il y Par a exemple, ceux qui guident les la pistes. restauration. Ouais, c'est ça. Alors beaucoup, ça va être beaucoup dans la maintenance aéronautique. Les avions, il faut les entretenir, les réparer, tout ça. Des informaticiens comme dans toutes les grandes sociétés. Mais on a aussi des combattants dans l'armée de l'air, on a des fusiliers commandos. La restauration, on en a parlé, on a des moniteurs simulateurs de vol pour entraîner les pilotes, des contrôleurs aériens, des spécialistes de la météo. Il y a aussi la brigade canine. On a des maîtres chiens. Ouais, maître chien. On a des maîtres chiens qui font partie, on va dire, des unités de protection de l'armée de l'air. Donc, c'est vraiment beaucoup de domaines quand même techniques, mais pas que. On a de l'administratif, on a des linguistes, des spécialistes de renseignement. Ouais, c'est ça. Donc, c'est vraiment très très varié. Et en fait, la plupart des métiers ne sont pas connus, parce qu'ils sont assez spécifiques à l'armée de l'air. Donc, ce que moi je dis souvent aux jeunes gens qui se demandent un petit peu qu'est-ce que je fais éventuellement, qu'est-ce qu'il y a dans l'armée de l'air, qu'est-ce que je pourrais faire, l'idéal c'est d'aller sur le site du recrutement de l'armée de l'air, qui s'appelle Devenir aviateur. Et là, c'est un site qui est accessible sur Internet. Donc on a tous les métiers qui existent dans l'armée de l'air, ils apparaissent avec des explications, des images, des photos. Et en creusant un petit peu après sur Internet, sur Google, on peut avoir plus de détails. Il n'y a que comme ça qu'on peut arriver à se faire une petite idée de ce qui existe comme métier dans l'armée de l'air. Tellement c'est divers, varié et pas évident à comprendre parce que c'est spécifique pour la plupart l'armée de l'air. Ok. Et quand vous englobez l'armée de l'air, mais sur le porte-avions Charles de Gaulle. C'est la marine. C'est mon collègue à côté. Ok. Et du coup, vous avez comment combiner l'armée de l'air et la marine à ce niveau-là? Eh ben, en fait, c'est deux mondes à part, c'est deux armées différentes. Les porte-avions, c'est l'aéronavale. L'aéronavale, les pilotes
il y a des avions Rafale, comme dans l'armée c'est de ça, l'air, ouais. il y a Rafale. Et les pilotes de Rafale de la marine sont des marins. Ce ne sont pas des aviateurs, ce sont des marins, bon des officiers de marine. Donc ça c'est donc mon collègue à côté. Donc c'est un univers, en fait ils ont un pied dans l'aéronautique et un pied, mais officiellement ce sont des marins. Ils sont passés par les écoles de Paris, il y a des officiers. Ouais, ok, d'accord. Mais tous les pilotes de l'armée de l'air peuvent atterrir sur le Charles. Non, du tout. Déjà, c'est pas les mêmes avions. Les avions des Rafales de la marine, ils ont un train d'atterrissage renforcé pour l'appontage. Ah bon En fait, un avion de la marine, quand il se pose sur un porte-avions, il se pose pas, il se crache en fait. Enfin, mais il se pose comme un. Voilà, voilà, en fait, le but c'est d'aller impacter le pont et d'aller accrocher les brins d'arrêt avec la crosse. Ils ont très peu de place pour s'arrêter. Ok. Donc en fait, ils vont vraiment se poser très durement. Donc c'est pour ça que les avions, ils ont une structure beaucoup plus renforcée avec un train d'atterrissage renforcé. Donc, et puis avant de savoir se poser sur un porte-avions, il y a le boulot. Et du coup, c'est combien d'heures de vol alors? C'est plus que sur la marée. Je sais pas. En traditionnelle. fait, moi, je sais que dans l'armée de l'air, un pilote de combat, il doit effectuer 180 heures de vol, minimum. Dans la marine, honnêtement, je ne me suis jamais posé la question. Je ne sais pas si mon collègue le sait, parce que j'imagine, bon, de toute façon, ça doit être un peu ou prou, ça doit être pareil en fait. Ok, d'accord. Mais en fait, c'est vraiment une compétence supplémentaire qu'ils doivent avoir, les pilotes. C'est décoller d'un porte-avions, ça va, parce qu'en fait, il y a une espèce de catapulte. Ouais, c'est les ça, avions ouais. sont catapultés en fait. Mais c'est se poser. Quand pas la même. arriver sur un porte-avions en mer qui bouge de loin, le truc il vient comme ça. C'est ça. Et Faut le l'avion voir. il va vite hein, quand même. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc c'est un univers à part. C'est vraiment des gens qui sont très doués parce qu'en plus les porte-avions français, le porte-avions français, il est quand même vachement plus petit que les porte-avions américains. Ah oui, ça c'est encore rien à voir. C'est Donc encore autre chose. c'est à peu près les porte-avions américains sont presque le double de taille. Mais enfin ça rend pas la chose plus facile Ouais, c'est pour ça. se poser sur un porte-avions. Quand c'est petit, c'est petit. Ça reste petit quand même. Sur la vitesse où ils arrivent, les avions, il faut bien viser. Et un avion, un Rafale, c'est Mach quoi? Mach 5, Mach 6? Non. Les avions sont moins rapides maintenant, beaucoup moins rapides maintenant qu'autrefois. Autrefois, dans les années 70, 80, 90 encore, on avait des Mirage 2000, les avions étaient beaucoup plus performants, plus rapides. Parce que maintenant, en fait, on n'a plus besoin que l'avion soit rapide. Parce qu'on a des missiles qui sont vachement plus sophistiqués. C'est le missile qui va aller faire le job, c'est les missiles RR, par exemple, ils sont capables d'intercepter très loin, très très loin. Avant, les missiles, ils étaient pas performants, ils étaient pas fiables. Donc on avait besoin d'avions hyper rapides pour aller intercepter des bombardiers soviétiques, des choses comme ça. Et puis pour être rapidement à proximité de l'adversaire, parce qu'on comptait surtout sur l'avion pour délivrer l'armement. Maintenant, l'avion, il est juste là pour délivrer un armement sophistiqué qui va se débrouiller tout seul et qui va faire tout le job tout seul en fait. Donc les avions maintenant, c'est la vitesse max du Rafale, c'est Mach 1,6, c'est 1,6 fois la vitesse du son. Ok, ouais. Max, hein, mais ils ne volent pas cette vitesse-là d'habitude. La vitesse de croisière, ça reste subsonique. Donc il n'y a plus d'avions super rapides comme il y avait dans les années 80. Et l'étendard, il est toujours dans le. C'est vieux ça. L'étendard, il c'est a rapide, été quand même. retiré du service, alors c'est un avion de la marine, il a été retiré du service dans les années 80. Il a été remplacé par le super étendard, qui lui aussi, le super étendard, a été retiré du service il y a 10 ans. Parce que je sais que Mitterrand a envoyé un étendard au Yémen, justement. Il y avait un souci, il y a des problèmes comme ça. C'est les années 80. Ouais, c'est ça. Donc, mais c'était des vieux avions. Hein. Oui. Après, il y a le super étendard, donc le successeur qui a bien bourlingué, roulé sa bosse, mais qui a été retiré. Il faudrait demander à mon collègue, je ne sais pas s'il le sait, mais super étendard, il y a peut-être une quinzaine d'années qu'il a été retiré. 15 ans peut-être entre 10 et 15 ans. Et du coup, l'avion le plus rapide que l'armée française ait eu, c'est lequel? Que l'armée française ait eu le Mirage 4. Ah, Mirage 4. Ouais, Mirage 4. Mirage 4 et en deuxième position, je dirais le Mirage F1. Ce sont des avions. Mirage 4, c'est un avion de conception des années 50. Ouais. Et bon, il est retiré du service il y a longtemps. Et le Mirage F1, c'est conception des années 70. Bon, à l'époque, c'était des avions qui étaient deux fois supersoniques, largement deux fois. Ok. Et quand vous dites supersonique, c'est super en termes de vitesse, c'est plus rapide que Mach 1 ou 2 ou Mach 1, c'est la vitesse du son. Ouais.
D'accord, donc au niveau du sol, le son se déplace à environ 1200 km/h. On va dire en moyenne parce que ça va dépendre de la température. Le son il se déplace en fonction de la température, le son va se déplacer plus ou moins vite. On va dire dans les 1200 km/h. C'est la vitesse du son. Si on dépasse cette vitesse-là, on va plus vite que le son. C'est pour ça qu'on entend un bang supersonique, c'est que l'avion va franchir cette barrière sonore Oui. et il va être plus rapide que son son. En fait. Donc on va voir passer l'avion là-bas et On entendra le son après. on aura le son après. Ah, ok, d'accord. Mais ça n'a plus trop d'utilité, les avions, comme je vous disais, puisque les armements ont progressé et c'est maintenant les armements modernes qui font le job. Utilisé. Ok, d'accord. Voilà, vous savez. Ok, bon bah Pour parler technique. si vous êtes intéressé par le métier de la marine, les armées de l'air, et dans l'armée de l'air, vous considérez les hélicoptères comme faisant partie, bien c'est sûr. encore Hélicoptère, avion de transport cargo, avion de transport type Airbus, avion de chasse et les drones. c'est nouveau ça. Des drones, non, ça fait quelques années qu'on en a. Oui, mais enfin, Comme toutes les armées, on a c'est des ça, drones, ouais. mais c'est des drones, c'est pas des petits oui. des avions en fait. Ok, d'accord. Voilà. Ok, bah en tout cas, je vous remercie. Ben, votre continuer. Bon, après l'armée de terre, nous avons la marine. Et ça, c'est magnifique aussi. Donc, comme vous avez vu, marine, c'est tout ce qui est porte-avions, sous-marin, unité amphibie et tout ce qui va avec. Bon, les petits loups, j'espère que vous avez apprécié l'endroit parce qu'il est magnifique. J'ai un truc à vous dire. Bonne journée, bonne visite et amusez-vous bien. Allez, ciao!